Le débat africain, Alain Foucault. À quoi sert la Banque mondiale? Quel rapport entretient-elle avec l'Afrique? Les dirigeants et responsables subsahariens y sont-ils écoutés? Suite de notre débat ce dimanche en direct de Washington, en marge du sommet de printemps de cette institution de Bretton Woods, dont le nom suscite toujours beaucoup de passion et de suspicion au sud du Sahara, avec plusieurs invités qui sont restés avec nous. D'abord le docteur Amadou Boubacar Cissé, ancien Premier ministre du Niger et aujourd'hui ministre d'État du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire. Il est également un ancien cadre de la Banque mondiale. Second invité de ce plateau, monsieur Madani Tall, qui est le directeur des opérations de la Banque mondiale pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso et le Togo. Et puis en face de lui, monsieur Célestin Bédzigui, le président, le CEO comme on dit ici, de Global Rating Services, une agence de notation à Wall Street. Mais il est souvent perçu comme un altermondialiste, même s'il se dit plutôt critique vis-à-vis des institutions de Bretton Woods. La Banque mondiale, un nom qui, avec celui du FMI, suscite toujours des critiques en Afrique. Et pourquoi ce grand désamour avec cette institution qui est censée financer le développement? Comment expliquer que, malgré le fait qu'elle ait un rôle aussi louable, elle est aussi mauvaise presse? Monsieur le Premier ministre, vous qui avez été aux affaires, qui êtes aux affaires encore, et qui connaissez bien la maison. Je pense probablement nous sommes plus dans la rétrospective que dans la prospective. Réellement, si nous regardons quand même la prospective, le rôle de la banque s'affirme de plus en plus comme un rôle de conseil économique, pas seulement de financement. Je crois qu'aujourd'hui, ce que nous voyons, c'est un peu plus les conditionnalités pour accéder à des appuis budgétaires, etc. Mais quand on regarde le rôle de la Banque mondiale en tant que conseil dans un plan de développement, pour examiner avec la banque les possibilités pour un pays de mobiliser des ressources, je crois qu'il y a quand même des évolutions importantes. Je prends par exemple le cas dans lequel nous nous situons. J'ai parlé tout à l'heure donc des évolutions d'ouverture sur des questions quand même qui ne sont pas traditionnelles, la sécurité, comme les questions de sécurité, mais il y a même l'approche aussi pour le financement d'un certain nombre de grands programmes. Un pays comme le Niger, avec des ressources minières exceptionnelles, qui n'a pas le minimum d'infrastructures énergétiques, d'infrastructures de transport, il est évident que nous avons besoin aujourd'hui de mobiliser des ressources qui sont beaucoup plus importantes que ce qu'on pourrait mobiliser avec des ressources concessionnelles de la Banque mondiale. Et le fait d'encourager la Banque mondiale à intervenir davantage pour l'exploitation minière, créer des projets enclaves qui sont... Là encore, on va tomber dans quelque chose peut-être que l'on reprochait à certaines structures financières, c'est-à-dire on a des richesses minières, on ne peut pas les exploiter et on hypothèque ces ressources minières pour avoir un peu d'argent pour financer des infrastructures. Il ne s'agit pas d'hypothéquer. Il s'agit de créer les conditions. Par exemple, la Banque mondiale peut aider dans la structuration d'un certain nombre de projets, de les étudier de sorte que ce soit des projets qui puissent être bancables et qui puissent effectivement intéresser des financiers extérieurs. Donc c'est de cela qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de brader les ressources internes. Parce que en d'autres temps, ça s'est passé. En d'autres temps, ça s'est passé. C'est pour ça qu'il y a des employés. Et nous pensons que la Banque mondiale peut justement jouer ce rôle-là avec les connaissances techniques qu'elle a et qu'elle peut former effectivement une... Ma question est simple. Est-ce que la Banque mondiale, quand elle va vers un projet, elle pense profit aussi? Après tout, c'est une banque. Non, c'est pas une banque, c'est une banque de développement. Mais elle a besoin de vivre. C'est une banque de conseil. Sur la plupart des pays africains, je dirais les 2/3, la banque fait des crédits à 0,075% sur 40 ans, avec 10 ans de différé, ou des dons. Depuis 6 ans, dans un pays comme la Côte d'Ivoire qui sort de crise, on ne fait que des dons. Sur des pays comme le Niger, sur des pays comme... le Bénin, le Togo, etc. Donc, ce n'est véritablement pas pour s'enrichir que la banque fait du business. Mais alors comment elle gagne son argent?
parce qu'il y a des pays donateurs, effectivement, qui mettent de l'argent à sa disposition pour aider les pays les moins avancés, les pays... mais pas à perte, les pays sous-développés. Ces pays donateurs. C'est pour ça que c'est important de bien gérer ces ressources, parce que ces pays, effectivement, font un effort pour mettre de l'argent à la disposition d'institutions comme la Banque mondiale, la Banque africaine de développement, afin que ces ressources-là servent à financer un certain nombre de projets. Mais ce que je voulais dire, je voulais revenir une seconde sur ce qu'on peut appeler l'image de la Banque mondiale en Afrique. C'est vrai que cette image a beaucoup évolué, il faut se le dire. Et ça dépend aussi à qui on parle. Si on parle effectivement à M. Célestin, si on parle à un altermondialiste ou à un syndicaliste, c'est vrai qu'on n'a pas la même image que quand on parle à un bénéficiaire qui a vu de l'adduction d'eau dans son village, qui a vu une école construite. Donc je pense qu'il faut nuancer tout ça. La banque n'est pas là pour... c'est pas un contest de popularité, c'est pas notre objectif, c'est pas ça, mais je pense qu'il faut quand même une image un peu plus équilibrée. Et aujourd'hui, les bénéficiaires sont de plus en plus quand même... je veux dire, au parfum de ce que fait la Banque mondiale. Nous communiquons beaucoup plus. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire il y a 20 ans, où on m'avait invité à une cérémonie où l'ambassadeur d'un pays avait distribué une dizaine d'ordinateurs au ministère des Finances. On en a fait toute une fête. Pendant une semaine, ça passait à la télévision. En même temps, la banque finançait un don de 20 millions de dollars pour renforcer les compétences économiques de ce ministère. Personne n'était au courant. Donc, de plus en plus, on communique. Et ça, je pense que c'est important. On est aussi plus en plus à l'écoute de la société civile. Il y a 10 ans, la société civile ne participait pas aux réunions, aux assemblées annuelles, aux assemblées de printemps. Aujourd'hui, il y a une série de discussions, de thématiques avec la société civile pour les écouter. C'est pas tous les gouvernements qui aiment ça entre nous. Mais de plus en plus, faut le dire, on est ouvert à d'autres clients que le gouvernement. On parle au secteur privé, ça nous permet de mieux comprendre ce qui est attendu de nous. Et ça permet, je pense aussi, de définir des programmes qui sont plus pertinents par rapport aux demandes des populations. Donc, je dis pas que l'institution est parfaite, loin de là. C'est des hommes et des femmes. C'est pas un gros ordinateur assis à Washington qui gère le monde. C'est des hommes et des femmes avec leur sensibilité. Il y a du très bon, il y a des gens qui ont vraiment la conviction, qui sont là, qui mouillent le maillot, qui aident les pays. Il y a des gens un peu moins bons, mais dans le système, comme l'a dit le Premier ministre, c'est une institution aussi qui sait se remettre en cause pour s'améliorer. Célestin Béziki. Ça, je vous le concède. Je concède que l'un des génies de la Banque mondiale, c'est de savoir se remettre en cause. Parce que, ne serait-ce qu'au niveau du discours, quand on est parti des plans d'ajustement structurel et qu'on est passé ensuite sur les programmes de lutte contre la société, contre la pauvreté, ainsi de suite, c'est une réelle remise en cause. Et je pense également que le temps où la Banque mondiale a le mieux rempli son rôle était celui où il remplissait sa mission première, c'est-à-dire aider à la reconstruction des pays sinistrés. Ils l'ont réussi avec l'Europe, ils l'ont réussi avec le Japon, et ils sont en mesure, la Chine, ils sont en mesure de le réussir avec l'Afrique. Le biais qui a été introduit lorsqu'ils ont commencé à intervenir en Afrique a été leur implication dans la définition des politiques économiques des pays, et sans en avoir la légitimité d'une part, c'est-à-dire le fait de dire voilà ce que vous allez faire avec voilà ce que vous allez faire. Voilà, donc je crois que c'est ça qui a suscité l'une des sources de ce, appelez ça malentendu si vous voulez, moi j'appellerais ça une mauvaise perception. Laquelle mauvaise perception ensuite se nourrit par deux options majeures qui ressortaient des actions de la Banque mondiale. C'était que, notamment, le Premier ministre dit peut-être que nous parlons du passé, mais le passé permet de définir l'avenir. La première des choses était que les plans d'ajustement structurel étaient complètement muets sur la préoccupation des politiques de redistribution. Ça foutait. Vraiment, ça ne dit rien en personne. Et je pourrais dire, dans une certaine mesure, les politiques industrielles ne semblaient pas faire partie, n'est-ce pas, du package en tant que tel. Or, quand nous parlons de développement, le problème central qu'il faut résoudre, c'est d'abord celui des infrastructures. Il a fallu que l'on dote l'Europe de toutes les infrastructures qui avaient été démolies pendant la guerre pour que le pays trouve un souffle nouveau. Il faut qu'on dote nos pays des infrastructures dont nous avons besoin, et les pays vont décoller. Moi, je suis tout à fait content de vous voir au Cameroun pendant 3 ans. Monsieur Madanital. Qui était représentant. Qui était représentant, oui, je me souviens de cette époque-là. Mais qu'est-ce que j'aurais été heureux et
combien le pays aurait profité de votre séjour si pendant ce temps-là, le projet de prolonger le chemin de fer Ngaoundéré, disons Maroua, avait été finalisé. Du centre du pays vers le nord, l'extrême nord. Ou bien celui de bitumer la route Yaoundé-Yokadouma, ainsi de suite. La vérité est que depuis des années, on voit de moins en moins des réalisations, des développements financés par la Banque mondiale. Vous allez me parler de projets de renforcement de capacité par-ci, de 20 millions de dollars par-là, ainsi de suite, qui certes résolvent des problèmes ponctuels, mais qui ne procurent pas au pays le souffle dont il a besoin pour pouvoir effectivement décoller ou asseoir son développement. Pour vous, il y a juste une perfusion. Il n'y a pas quelque chose qui permette de déclencher le développement. Cette formulation-là, même si je n'utilise pas vos termes, je pense que je n'en suis pas très éloigné. Je dis pourtant, la Banque mondiale, elle a des ressources, elle a des moyens. Il va répondre à la question. Elle peut le faire. Et je peux dire qu'à l'échelle mondiale aujourd'hui, c'est la seule institution qui a les moyens de pouvoir le faire. Et elle devrait le faire. Et revenir à ses missions, en revenant de cette manière-là, à ses missions, à sa mission première. Alors, je pense que sur le fond, je suis d'accord avec Célestin. De plus en plus, la Banque mondiale finance les infrastructures. Si je prends mon portefeuille en Côte d'Ivoire, par exemple, depuis 3 ans, 70% de ce que nous avons mis sur la table finance essentiellement les infrastructures, des réhabilitations, des ponts, des routes, de l'eau, de l'assainissement, etc., etc. Quand j'étais au Sénégal, on a financé des infrastructures en grande partie. Vous savez, le problème aussi avec ça, c'est que autant vous reconnaissez que les infrastructures c'est important. D'autres vous diront c'est la santé maternelle, c'est l'éducation, c'est le développement social, etc. Donc on attend beaucoup et peut-être beaucoup trop de la Banque mondiale. La Banque mondiale peut pas résoudre tous les problèmes dans ces pays et n'a certainement pas la prétention de vouloir le faire. Juste pour rebondir encore une fois sur les réformes. Quand vous ne faites pas les réformes, vous ne pouvez pas mettre en place des programmes d'investissement, même dans les infrastructures qui tiennent les routes. Quand les cadres de gouvernance interne ne sont pas adéquats, quand vous n'avez pas les contre-pouvoirs internes, quand vous n'avez pas un parlement qui fonctionne, une cour des comptes qui fonctionne, quand vous n'avez pas, etc., etc., l'argent de la Banque mondiale, à la limite, ne sert à rien. Donc, encore une fois, si on ne met pas tout ça ensemble, il sera difficile à la Banque mondiale d'atteindre les impacts que vous souhaitez que l'on atteigne. Pour le financement des infrastructures et des grands projets, encore une fois, toute seule, la Banque mondiale n'y arrivera pas. Et c'est pour ça qu'on encourage de plus en plus les partenariats publics-privés, par exemple. J'étais au Burkina il y a 2 semaines, où la Banque mondiale apporte 115 millions de dollars pour un complexe, pour un pôle de croissance à Bagré, dans le sud-est du Burkina Faso. Ça va intéresser des partenariats publics-privés pour venir à aménager des surfaces importantes. Alors on peut voir la surface importante aménagée par un privé et dire « Ah, mais on va vendre des terres à un privé, etc. » Mais ce qu'on ne sait pas, c'est que derrière, il y a des milliers de revenus ruraux, de femmes rurales qui vont générer des revenus à partir de ce type de collaboration. Donc la Banque mondiale, c'est un peu ça aussi, c'est essayer de trouver ces partenariats, de les encourager et d'utiliser sa connaissance qu'elle a acquise sur d'autres continents. Elle travaille quand même sur 6 régions et de les apporter en Afrique. Les ajustements, encore une fois, on n'en a pas fait depuis près de 20 ans. Les réformes, je suis étonné qu'on n'ait pas parlé du Fonds monétaire dans ces débats. Les responsabilités sont bien partagées entre la banque et le fonds. Tout ce qui est cadre macroéconomique, politique, budgétaire, monétaire, etc., c'est le Fonds monétaire. La Banque mondiale, c'est les investissements. Mais il est bien évident qu'on ne peut pas faire des investissements sur le cadre macroéconomique ne tient pas la route. C'est-à-dire qu'il travaille de l'inflation, s'il y a de l'inflation, si les budgets sont en dépassement de façon continue, etc. Donc je pense que c'est tout ça qu'il faut essayer de mettre ensemble. Qui veille à ce que ces budgets ne soient pas dépassés? C'est le Fonds monétaire. Tout à fait. C'est le Fonds monétaire, c'est son rôle dans ce domaine-là. Monsieur le Premier ministre. Oui, je crois que Madani a effectivement raison de dire qu'il faut effectivement traiter cette question aussi bien du côté Fonds monétaire international que de la Banque mondiale. Et il faut d'ailleurs que lorsque nous parlons d'évolution positive,
faut que les deux institutions évoluent d'ailleurs parallèlement. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? En tout cas, aujourd'hui, nous pouvons dire de façon certaine que la Banque mondiale reste à l'écoute et très probablement, il est important aussi que et le FMI? un dialogue soit beaucoup plus important, puisse être établi aussi avec le Fonds monétaire, international. En particulier sur toutes ces questions de mobilisation de ressources. Lorsque nous parlons de ces questions d'infrastructure qui sont essentielles, il est évident aujourd'hui que nous adoptons plus un cycle de croissance, que ceci ne peut se baser que sur des infrastructures importantes et qui vont bien sûr demander des investissements très importants. Que le partenariat public-privé est une forme effectivement qui peut permettre de compléter, mais ça ne sera pas suffisant. Il faut aller chercher des ressources là où elles se trouvent, même si ce sont des ressources qui, entre griffes, ne sont pas concessionnelles. Et ce problème de concessionnalité, généralement, qui est un des problèmes, c'est-à-dire à faible taux. À faible taux, voilà, qui est le point essentiel de discussion avec le Fonds monétaire. Ça, ce sont des questions sur lesquelles des évolutions sont possibles. Il y a d'ailleurs des avancées. Quand vous dites ça, ça veut dire que les taux ne sont pas toujours bas, par exemple. Non, avec la question n'est pas, je crois, essentiellement une question de faiblesse de taux. C'est surtout d'arriver à trouver un endettement qui soit un endettement compatible avec les rentabilités que l'on peut attendre. De l'économie. Donc de l'économie, de pouvoir générer des projets qui sont capables à leur tour de générer des ressources. Donc je pense que c'est ça le point important. Et à ce niveau-là, il est certain qu'un dialogue plus cohérent entre les États d'une part, le Fonds monétaire et la Banque mondiale est nécessaire à ce niveau. Alors, on a souvent dit que même s'il y avait des difficultés à lever des fonds, c'est qu'il y avait aussi beaucoup la part des États africains qui ne présentaient pas des projets bancables, qui ne savaient pas préparer ces projets-là, qui ne faisaient pas de réelles propositions. C'est vrai, Madame Ital? Bon, je peux pas. Je pense que c'est une vue peut-être extrême. Il y a des projets qui sont bons, il y a des projets qui sont moins bons. C'est vrai que certains et tous les pays n'ont pas la même capacité aussi de présentation de projets. Donc ça, je pense qu'il faut le reconnaître. Il y a certains pays pour lesquels on n'a aucun problème. Il y a une véritable stratégie de développement. Il y a une vision qui est cohérente. Il y a une liste de projets bancables. Là, ça ne pose aucun problème. Vous savez, je le disais avec Célestin avant l'émission, l'argent existe. Il y a de l'argent. Les bons projets en général trouvent toujours des financements. La difficulté qui était notée par le Premier ministre, et je suis entièrement d'accord avec lui, c'est que ces pays sont dotés d'allocations financières de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, de partenaires traditionnels. C'est des allocations qui sont connues, qui sont décidées sur la base de la population, de certains indicateurs de performance. Si on prend un pays comme le Niger, je sais pas, c'est peut-être 150 millions de dollars par an, peut-être un peu moins. Mais les besoins, notamment en infrastructure pour un pays comme le Niger, c'est peut-être 1 milliard de francs CFA par an. Je prends juste un exemple comme ça. Donc il est bien évident qu'avec l'argent de la Banque mondiale, le Niger ne sera pas en mesure de financer ses besoins en matière d'infrastructure. Donc le Niger... Un milliard de dollars, pas de francs CFA, comme vous l'avez dit. Oui, 1 milliard de dollars. Ouais, 1 milliard de dollars. Voilà. Donc il faut bien que le Niger trouve d'autres sources de financement. Alors les PPP peuvent essayer de combler une partie du gap. Une certaine aide bilatérale peut permettre de combler une certaine partie du gap. Les partenariats publics-privés, le budget de l'État, etc. Mais il est bien évident que si un pays comme le Niger n'a pas la possibilité d'aller sur le marché ou n'a pas la possibilité d'acquérir des prêts, donc d'aller vers un nouveau type d'endettement mieux géré, plus stratégique, ça sera difficile pour un pays comme le Niger de développer ses infrastructures. Malheureusement, le temps tourne vite et nous arrivons au terme de ce magazine qui est à Washington, dans le cadre de l'Assemblée annuelle justement de la Banque mondiale. Merci monsieur d'avoir accepté de venir. Merci monsieur Madani Tall. Je rappelle que vous êtes le représentant de la Banque mondiale dans la zone Afrique de l'Ouest, Niger, Côte d'Ivoire, Togo, Bénin et Burkina Faso. Tout à fait. Monsieur Amadou Cissé, qui est le ministre d'État chargé du plan
au Niger. Et à côté de moi, j'ai monsieur Célestin Bédigui, qui est le président d'une agence de notation à Wall Street. Super. Merci. Merci, monsieur, d'avoir accepté de participer à ce magazine. Merci. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Foucault, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour un autre débat africain. Cette fois-ci, nous serons à Paris, dans le cadre des élections présidentielles en France. Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. Bon dimanche. Ce magazine vous a été proposé par le groupe NCA Assurance.